Bienvenue sur People Network. On est là au restaurant Guy Savoy, à la Monnaie de Paris, au cœur historique de Paris. La Seine coule à nos pieds, les bouquinistes sont juste là et le Louvre est en face. Donc c'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Pourquoi cuisinier? Alors cuisinier, c'est quand je m'interroge aujourd'hui, il y a quelques décennies, lorsque je suis né, si ça ne s'était pas passé en France, je crois que j'aurais eu très peu de chance d'avoir eu l'idée de devenir cuisinier. Je fais juste une parenthèse, aujourd'hui ce n'est pas la même chose parce que je dirais la cuisine, la gastronomie a pris une importance planétaire. Donc aujourd'hui on peut naître au Pérou, aux États-Unis, en Hollande, en Angleterre et se dire je veux être cuisinier. Ça, ce n'était pas possible il y a, allez, je vais dire une soixantaine d'années. Donc ça, c'est une grande évolution. Je veux dire, c'est un créneau porteur. Lorsqu'on est en France, on est très rapidement et inconsciemment en prise directe avec ce qui se fait de mieux en matière de produits, de cuisine, mais pas seulement de cuisine, parce que la gastronomie, c'est un ensemble de choses. Bien sûr que la cuisine est importante. Grâce à la géographie de ce pays, on a une diversité, une multitude de produits qui est unique au monde. Mais la gastronomie, ça comprend la pâtisserie, ça a été mon premier métier, la charcuterie, la boulangerie, la viennoiserie, la confiserie, la chocolaterie, enfin, la fromagerie, les vins. On fait aujourd'hui des vins partout sur la planète, mais nous sommes le seul pays qui avons cette diversité, cette particularité, je dirais cette culture, dans le sens agriculture et culture, parce que, juste deux exemples qui illustrent parfaitement ce propos. Vous imaginez en Bourgogne, bon, mis à part le cépage à ligoter, à 99%, le cépage de la Bourgogne blanc, c'est le chardonnay. Le chardonnay, on s'est aperçu qu'avec le travail au fil des siècles, avec le travail des hommes et l'observation des hommes, on a pu déterminer qu'avec un même cépage, sur une parcelle bien déterminée, on donnait un type de vin. Et puis le chemin qui sépare l'autre parcelle, juste un petit chemin, parfois d'1,50 m, donne un vin d'une typicité totalement différente. Même exemple pour la volaille de Bresse. C'est le travail et l'observation des hommes qui a déterminé que sur un terroir bien particulier, parce qu'il est humide, qui confère au sol plein de micro-organismes et qui sont que de la valeur ajoutée sur l'élevage des volailles, une race de volaille allait donner la meilleure volaille du monde. Et des exemples comme ça, en France, on en a une multitude. Mon approche de la cuisine, c'était bien sûr, comme je crois tous les enfants, c'était la cuisine de ma mère. Et j'étais gourmand en fait, inconsciemment, sans m'en rendre compte. Et très vite, je me suis aperçu de la chance que j'avais. Moi, j'avais la chance d'avoir une maman qui cuisine parfaitement bien
et différemment. Et de cette gourmandise inconsciente, je suis passé dans la gourmandise complètement consciente. Et cette gourmandise consciente est devenue très très rapidement une priorité, quoi, hein. C'était pour moi l'ingrédient essentiel d'une journée. Très très rapidement, je suis passé de l'état de dégustateur à l'état d'acteur. Et là, j'ai pris conscience de ce qu'était la magie. La magie, c'est-à-dire cette magie de la transformation. Je vous ai parlé en début d'entretien des produits, de la diversité des produits. Et je me suis aperçu que le cuisinier, partant de ces produits, simplement sur l'action et le savoir du cuisinier, ce produit peut passer de l'état de comestibilité à l'état de plaisir. Et c'est cette magie de la transformation qui me fascine encore tous les jours dès qu'une assiette sort de la cuisine. Pour un filet de rouget, c'est quelques secondes. En quelques secondes, vous passez de cet état de comestibilité à l'état de plaisir, voire d'émotion, lorsque tout se passe bien. C'est ce qui, au quotidien, me nourrit en fait. S'il n'y a pas cette instantanéité, cette transformation, ce sont les deux ingrédients de la recette qui font que la motivation, la passion sont toujours là. Parce que c'est tous les gens qui sont en amont, tous ceux que j'appelle les artisans de la terre et de la mer, ils ont plein d'aléas. La météo, je vous ai parlé des volailles de Bresse, oui, un orage de grêle. Une carotte, ça ne pousse pas instantanément, alors que nous, on va la cuire en moins de 10 minutes. Cette instantanéité, moi, elle me touche et j'ai envie de vivre ça. Dans ce monde que je sens devenir de plus en plus virtuel, nous, on est dans un extrait de concret. Le produit, vous l'avez là, vous l'avez touché, il est dans votre cuisine. Les problèmes, c'était avant. La culture, l'élevage, après le transport, mais dès qu'il est dans la cuisine, on en est le seul responsable. Et c'est cette responsabilité, cette instantanéité, cette transformation, ce concret qui continue, moi, à m'émerveiller. C'est pas anodin, quoi. C'est quelque chose de très très fort. Et la force ne s'arrête pas là. De l'autre côté de la cloison, dans la salle à manger, vous avez des convives qui vont ingérer ce que vous avez préparé. Vous imaginez l'intimité. Ils sont devant l'assiette que vous avez préparée, ils ne vont pas se contenter de la regarder, de l'écouter. Non. La fourchette, la cuillère, la confiance qu'il faut avoir lorsqu'on est convive. Mais l'immense confiance. Et c'est à ce moment-là, si vous avez réussi votre transformation, vous assurez aussi la transformation du visage des convives. Donc, deuxième transformation, dans la salle, vous avez la transformation des convives. Une salle de restaurant à 20h, c'est vraiment paisible, on est dans la quiétude. 20h30, le niveau sonore est un peu plus élevé. 21h, on sent que tout est...
On sent, on entend les bruits des couverts, les conversations s'animent. Il suffit qu'une table, des convives autour d'une table parlent un peu plus fort, les autres parlent un peu plus fort. Et vers 21h30, 22h, il y a une espèce de symphonie qui s'est installée dans la salle. Et ça aussi, c'est magique. Comme sensation, quand vous sortez de votre cuisine, qui est très animée, parce qu'une cuisine, c'est très animé, c'est un lieu de travail, et ce n'est pas un travail facile, parce que ça demande beaucoup d'attention, de concentration. Je vous ai parlé de quelques secondes pour un rouget. La personne qui est partie à 2h du matin et qui s'est mouillée jusqu'aux os pour aller le pêcher, ça se respecte. Ce respect du produit et des hommes qui ont élaboré ces produits est infini. Et nous, on ne peut faire notre métier que s'il y a eu tout ce labeur. Je dirais, ils sont tous passionnés, mais c'est quand même bien plus ingrat que ce qu'on fait, quoi. Bien sûr qu'on travaille beaucoup, mais bon, c'est toujours avec cette satisfaction en permanence que si on fait attention, que le travail est bien fait, et que ce travail, même si derrière c'est éphémère, mais c'est d'une force incroyable. Et moi, encore une fois, je me nourris de cette force 2 fois par jour, à chaque table et pour chaque convive. Lorsqu'on passe à un niveau professionnel, ça passe par une formation, un apprentissage. L'apprentissage qui n'est pas suffisant, parce que l'apprentissage de ce métier dure toute la vie, avec une intensité plus ou moins grande. La finalité, c'est quoi pour le cuisinier? C'est d'avoir un socle suffisamment solide pour qu'il puisse, fort de ce socle et de ses connaissances et de cette maîtrise, pouvoir faire parler sa sensibilité ou ses envies. Et c'est peut-être là où les harmoniques entre l'artisanat et l'art sont parallèles. Je suis mal placé pour dire si la cuisine est un art ou pas un art. Moi, je dis c'est un artisanat. Si les convives transforment le mot artisanat en art, ça me va bien. Ça veut dire que j'ai encore mieux fait mon métier. L'art est présent sur la table. Sur la table, ici, il n'y a que des objets, même si je n'aime pas le mot objet, il n'y a que des choses d'artistes, quoi. Les assiettes, il n'y en a pas 2 semblables, c'est une artiste qui les peint une par une. Là où il y a le sel, le poivre, c'est Laurent Ben qui est un artiste verrier. Alors lui, sa question lorsqu'il a mis au point tout ça, c'était de dire quel est le premier ingrédient de la table? Je lui dis le pain et l'eau. Et en fait, il a fait une goutte d'eau, tout simplement. Donc l'art est important dans l'environnement. C'est tous ces détails qui, mis les uns auprès des autres, créent cette espèce d'harmonie ou de cohérence qui fait que vous allez être dans le bien-être. C'est la finalité, c'est ça aussi. C'est pas simplement d'avoir une bonne assiette. C'est d'aller plus loin, quoi. C'est de se dire, mais pourquoi cette assiette, on ne va pas la faire pour ce plat? Pourquoi on ne va pas l'étudier pour que le plat soit
mise en scène. Et encore une fois, le mot, il faut faire attention. Il faut que la mise en scène soit cohérente avec le goût. L'ingrédient principal doit rester la gourmandise. Ce bâtiment qui date de 1775, qui est quand même dans un lieu unique à Paris, quoi, une localisation unique. Et le mot unique me convient, mais je le reprends assez souvent, là, parce qu'après la beauté, le spectaculaire, le meilleur, tout ça, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Mais quand vous êtes dans un lieu qui est unique, unique pourquoi? Parce que lorsque vous regardez par l'une des 11 fenêtres, vous identifiez Paris tout de suite. La force, c'est que c'est unique. Parce que si vous êtes au 50e étage d'une tour, vous ne savez pas si vous êtes à Hong Kong, si vous êtes à New York, si vous êtes à Shanghai ou à Tokyo. Ici, dès que vous regardez par les fenêtres, vous êtes à Paris. Et en plein le Paris qu'on aime, hein, des bâtiments du 18e, du 17e, tout nous entoure. La Seine, tout ça, c'est le Paris qui fait rêver 90% de la planète. Moi, lorsque j'ai démarré ce métier, c'est par gourmandise et pour profiter de cette magie de la transformation. Je ne connaissais pas les noms des grands chefs. Je ne sais même pas si à l'époque j'avais une idée que le Michelin existait. Vous savez, quand vous êtes un gamin qui grandit à Bourgoin, l'important c'est ce que fait votre maman à manger tous les jours. Et si vous vous régalez avec ça, tout va bien, quoi. C'est après que j'ai pris conscience. Donc, quand j'ai commencé cet apprentissage de pâtisserie, que mon maître d'apprentissage, M. Louis Marchand, m'a dit qu'il allait faire le maximum pour que je rentre chez les Frères Trois Gros. À ce moment-là, j'ai commencé, bien sûr. La curiosité a fait que j'ai regardé et que j'ai vu j'ai vu que c'était exceptionnel. Les noms de l'époque, c'est ça. Oui, c'était Trois Gros, Bocuse, Chapelle, Houtier. C'était une dizaine de noms qui régnaient sur la gastronomie. Et il n'y avait pas cette diversité qu'il y avait aujourd'hui. C'est-à-dire il y avait vraiment le haut du panier. Et après, bon, c'était les petits restos où on allait en famille le dimanche. Et à ce moment-là, mon regard a changé. Mais lorsque je démarre, moi, je ne pense pas du tout à ça. Je ne pense pas du tout à un jour, peut-être inconsciemment, je pense reprendre peut-être le restaurant de ma mère, ou je sais pas, enfin, mais je dirais, c'est très primaire, je veux dire, mais le présent m'allait parfaitement, moi. De me régaler au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, pour moi, c'était parfait. C'est après, lorsque j'ai mis les pieds dans l'apprentissage, que j'ai vu que ce métier, il fallait l'apprendre. Lorsque je suis arrivé chez Trois Gros, j'avais jamais vu une truffe. J'avais jamais vu un turbo, il y a plein de produits que j'avais jamais vus. À la maison, on mangeait les meilleurs légumes, parce que mon père était jardinier, on mangeait les meilleures volailles, parce qu'ils allaient s'approvisionner dans les fermes alentours et tout, mais j'étais à l'abri de tous les produits qui participent à la diversité et à la renommée de la cuisine française. Et c'est après que j'ai découvert tout ça.
Au début, j'ai cru que c'était un amusement, moi, la cuisine. J'ai pris conscience que c'était un vrai métier, qu'il y avait des bases, mais des bases très très solides, hein, qui étaient, encore une fois, le résultat du travail, de l'observation, de la curiosité des hommes, hein, parce que chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. Hein. L'histoire des vins de Bourgogne, ben, ça s'est aussi passé à la cuisine. La cuisine de l'Oasis à la Napoule, à l'époque, n'était pas la même que chez les Frères Trois Gros ou chez la Serre à Paris, qui à l'époque était considéré comme le meilleur restaurant de Paris. Donc, c'est tout ça qui fait que j'ai pris conscience, en fait, que c'était un métier. Et puis, je pense que comme dans le sport, un jeune garçon, ou peut-être que maintenant c'est un peu différent, mais il faut se replacer quelques décennies avant. Est-ce que vous pensiez être champion? Non, c'est que vous faites du sport parce que vous avez des copains qui le font, parce que... Et puis d'un seul coup, vous vous dites, oui, tiens, il y a des règles, il y a des astuces, il y a de la fantaisie, il y a un moment quand vous maîtrisez les bases, les gestes techniques, et ben vous vous dites, maintenant, moi, ce geste, je peux peut-être faire ça, ou ça va me permettre de faire ça, et tout ça. Et c'est après, donc c'est là où j'ai pris conscience que ce métier était un vrai métier et qu'on pouvait avancer dans ce métier. J'ai eu la chance de démarrer dans les années 70. 70, c'est la révolution au niveau de la cuisine. Il y a deux personnes qui arrivent dans le paysage, qui sont Henri Higo et Christian Millot, qui font prendre conscience à tout le monde que sortir au restaurant, c'est comme aller au théâtre, c'est comme aller à l'opéra. Je nais avec ce mouvement-là. Donc, moi, je rentre en synergie entre ma propre conscience de dire, bon, c'est un vrai métier, qu'il faut apprendre, c'est avec des vrais gestes, une vraie technique, entre parenthèses, qu'on y acquiert assez vite, parce que quand vous vous êtes coupé 20 fois, brûlé 50 fois et tout, vous pouvez dire que les gestes deviennent vite justes. Encore une fois, le concret. Si on peut parler de la genèse de tout ce phénomène, bon, on ne va pas monter jusqu'à Escoffier, mais disons que si on part de Point à Vienne, Point, restaurant, la pyramide, Point à Vienne, là c'est là où la génération après Point est allée un peu prendre la bonne parole à Vienne. On prend conscience qu'il se passe quelque chose. Alors Raymond Oliver met la cuisine à la télévision, ça aussi, moi quand j'étais gosse je regardais. Et encore une fois, j'étais conforté dans cette image de transformation. Alors là, bien plus élaborée que ce qui se passait dans le restaurant de ma mère. Et après arrive le personnage qui fait sortir tout ça. C'est Paul Bocuse, il fait sortir, il le dit lui-même, il a fait sortir les cuisiniers des cuisines, et puis entraîner tous ceux qu'il avait croisés chez Point ou chez Lucas Carton à Paris et tout ça. Donc il s'est créé un peu cette bande, hein, cette bande formidable, emmenée donc par Paul Bocuse, Jean et Pierre Troisgros, Roger Verger. C'est la Movida, quoi. Il y a un mouvement terrible qui s'est mis en route. Je reviens sur Henri Higo et Christian Millot. Eux, ils pigent très vite qu'il se passe quelque chose. Que ces cuisiniers indépendants qui ont leur propre affaire, qui impriment leur style dans leur maison, ben voilà, qualifient. La nouvelle cuisine est née, la nouvelle cuisine est qualifiée. Elle existait, puisqu'ils l'ont remarqué chez tous les noms qu'on vient de citer. C'est-à-dire, c'était quoi? C'était une prise de conscience du cuisinier que le produit, encore une fois, était le roi. Et qu'il fallait, avec des coups de génie, le saumon à l'oseille des Trois Gros, pour la première fois, on met le saumon en escalope,
et on ne met pas la sauce dessus, on la met dessous. Grande innovation. Enfin, ça, c'est des... Aujourd'hui, on le raconte, bon, oui, mais à l'époque, il fallait voir. Les poissons, on disait, la sauce fait passer le poisson. Donc, d'un seul coup, on est dans une démarche totalement différente. Personnelle, une sensibilité, une diversité de sensibilités, et le mouvement s'amplifie pour vivre ce qu'on vit aujourd'hui, non seulement en France, mais sur toute la planète. Quand on voit aujourd'hui le nombre de bons restaurants qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a en Angleterre, qu'il y a maintenant en Amérique du Sud, enfin, tous les pays ont une cuisine. Mais cette cuisine, elle est faite bien souvent pour survivre. Qu'est-ce qu'a apporté la France? Elle a apporté cette autre dimension de dire avec la cuisine, vous pouvez vous faire plaisir, et dans un restaurant, vous pouvez retrouver ce que vous allez chercher au théâtre, à l'opéra, au concert, enfin tout. Cette multitude de choses. Tandem, quoi. C'était Bernard Loiseau et moi. On s'est rencontrés en apprentissage et on s'est jamais quittés parce que nos parcours étaient vraiment parallèles. Hein, on restait en contact, où qu'on soit, on était toujours enfin, pas loin. En tout cas, on se parlait beaucoup. C'est lui qui a été je dirais mon détonateur. Il y a eu aussi des noms qui ont marqué, bien sûr André Guillot, hein, Garin aussi à Paris, mais André Guillot peut-être plus parce qu'il avait une espèce il avait une perfection professionnelle, je crois que c'était ça. Mais il a essaimé beaucoup, mais est resté quand même très sa cuisine tellement intuitée, personnée. Mais aussi son tempérament a fait qu'il était dans sa maison, alors que la génération suivante, hein, emmenée par Paul Bocuse, était, voilà, ils ont harangué les foules, quoi. Alors que moi, aujourd'hui, je me sentirais plus proche d'un André Guillot, enfin, dans ma manière de faire, c'est-à-dire dans la maison, une espèce de besogne en permanence bien faite, mais heureusement qu'il y a eu cette génération Bocuse, quoi. Ça a mis le feu aux poudres, non seulement en France, mais sur toute la planète, parce que bon, tous ces gens avaient des collaborations un peu partout dans le monde, surtout d'abord au Japon et aux États-Unis, et puis qui ont été des relais forts. Le Japon et les États-Unis ont été des relais forts de la gastronomie française. 77, pacte que j'avais passé avec Bernard Loiseau, lui il ne savait pas, ce fameux jour, il me dit « tu ne vas pas passer ta vie à vider des culs de poulet », que je lui dis « écoute, dans un an et demi, je suis prêt pour prendre une place de second ou de chef ». Donc, il quitte la barrière de Clichy pour aller à Saulieu. Je, entre guillemets, m'installe à sa place. Ça se passe plutôt bien. J'y reste 3 ans. Je m'installe en 1980 rue du Ray, dans le 16e arrondissement. Et là, pareil, gros démarrage, et j'y reste 7 ans. J'apprends que le Bernardin est à vendre, puisque Gilbert Lecause est parti s'installer à New York pour voir un peu, et au bout d'un an, il s'aperçoit que c'est un énorme succès. Donc Maggie doit le rejoindre, et elle décide de vendre. L'histoire de la monnaie de Paris, j'ai rue Troyon au 2e étage, le spécialiste de la commercialisation des sites et des lieux,
Bertrand Boulet, et il était client du restaurant rue Troyon, bien sûr, ses bureaux étaient 2 étages au-dessus. Et un jour, il me dit, Guy, j'aimerais vous montrer quelque chose. Et vraiment, au fond de moi, je me disais, mais de quoi il se mêle, quoi. Enfin, et il dit, si vous voulez bien, dites-moi le jour, à 15 h, je vous emmène voir un lieu. Et là, on arrive, donc c'était au mois de novembre 2009, et on arrive dans ce lieu. J'avais, je dirais, contourné des centaines de fois, parce qu'il se trouve que la rue Guénégaud, la rue Callot, la rue de Seine, c'était mon lieu de flânerie des samedis matins. La plupart des objets que j'ai chinés et tout, c'est dans les galeries, et je ne m'étais jamais interrogé sur focalisé sur les galeries. Je ne sais pas, je n'avais jamais imaginé ce qu'il y avait là derrière. Et lorsque je suis rentré par la porte là, qui est symétrique à la porte d'entrée actuelle, et que au fur et à mesure que j'avançais devant ces fenêtres, le restaurant se dessinait. En 3/4 d'heure passée ici, j'avais complètement le restaurant dans la tête. Et là, bon, je dis, mais donc je cache mon enthousiasme, parce qu'il y a des gens de la monnaie et tout ça, et je comprends toujours pas, parce qu'ils ne m'avaient pas du tout expliqué. Et en repartant jusqu'à la rue Troyon, il me dit, bon, ben, c'est un lieu qu'ils veulent transformer en... Enfin, toute la monnaie va être réhabilitée. Et là, je leur ai conseillé d'avoir un restaurant gastronomique à cet étage. Je ne vois pas ce qu'on peut faire comme autre commerce. Et voilà. Donc j'ai dit, mais comment ça se passe? Il me dit, mais maintenant il faut remplir un dossier parce qu'il va y avoir un appel d'offres. Et donc il m'a aidé avec mon conseil à faire ce dossier, donc, qui s'est passé en 2 temps. Hein. Il y a eu une première sélection, et après nous étions plus que 3 pour la deuxième sélection. Et en mai 2010, j'ai appris que c'était moi qui avait ce lieu. Donc, professionnellement, j'ai pleuré 2 fois dans ma vie, le jour de la 3e étoile et le jour de l'obtention de ce lieu. Tout le monde sait que moi je suis à la modernité, et que me retrouver dans un lieu du 18e, c'était pas forcément évident. Pas évident de vivre dans ce décor. Donc bien sûr, j'appelle mon complice Jean-Michel Villemotte, qui me dit, mais non, on peut tout à fait faire du contemporain dans un lieu historique. D'ailleurs, c'est sa grande spécialité, il appelle ça les greffes. Même en gardant l'architecture des lieux, par l'apport des couleurs, des œuvres d'art. Pour ça, l'art ici est très important. Et puis, comme il m'avait dit lorsqu'il avait fait la rue Troyon, il me dit, il ne faut surtout pas changer l'âme, enfin, ton âme. L'âme de la rue Troyon, l'âme d'ici. Pour informaliser le lieu ou le rendre plus chaleureux, il faut qu'il se passe quelque chose. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a au moins 3-4 personnes qui sourient dans l'entrée. Et bien souvent, je suis là. C'est pour montrer aux personnes, no stress, c'est un lieu d'art de vivre à la française, mais à la française d'aujourd'hui.
capable d'avoir des artistes qui peignent les assiettes. Est-ce que c'était... Si, c'était peut-être possible, mais pas de manière aussi pointue, enfin pointue dans le sens personnel. Parce que moi, ma quête, c'était de faire, comme partout d'ailleurs où je suis passé, c'est d'avoir un lieu qui soit cohérent, qui soit dans lequel j'arrive le matin et que je me dis, c'est chez moi, quoi. Et ça, on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas cette impression et ce confort de dire, c'est chez moi parce que ces tableaux, ils ne sont pas là par hasard, parce que ces assiettes, elles ne sont pas là par hasard, parce que les couleurs, elles ne sont pas là par hasard, et parce que je vais y être bien, quoi. Unique ça n'a rien à voir avec tout un tas d'autres qualificatifs de meilleur ou pas. C'est unique, c'est-à-dire que ce qui se passe là, ben ça se passe nulle part ailleurs. Ça, c'est une succession de 5 ou 6 salons, hein, avec celui de retour. 65 convives, 65 places. Vous pouvez voir l'espace qu'il y a entre les tables. En tout, c'est une équipe de 65 personnes qui anime ce restaurant. Dire qu'on a 50% de convives français, 50% de convives étrangers, mais aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, répartis dans un bien plus grand nombre de nationalités. Il y a moins de 10 ans, c'était les Japonais, les Américains, parfois un peu les Suisses. Aujourd'hui, on voit l'Asie a entré dans le jeu, on a des convives qui viennent de Taïwan, de Séoul, de Shanghai, de Hong Kong, de Copenhague, d'Oslo, et tout ça. Là, on assiste à c'est la même révolution que dans les années 70 avec l'avènement de la nouvelle cuisine. Aujourd'hui, c'est l'avènement des nouveaux convives. Et ce qui montre bien la force de l'engouement planétaire autour de la gastronomie. La cuisine d'ici, c'est très simple. Elle est un peu dans l'originalité, mais surtout dans l'originalité. Pourquoi l'originalité? Moi, vous avez compris que la source, pour moi, c'était quelque chose d'important. Un père jardinier, ça marque. Enfin, tous ces artisans de la terre et de la mer, moi, j'ai qu'une envie, c'est de mettre en valeur leurs produits. Lorsque je fais l'huître en nage glacé, je n'invente pas l'huître. Mais l'huître, elle est posée sur une petite purée d'huître, mais à peine crémée, et on a fait une gelée avec l'eau des huîtres. Donc c'est de l'huître à l'huître. On donne de la consistance à l'eau d'huître, ce que ne peut pas faire le sériculteur. Il faut bien que je serve à quelque chose. La poêlée de moules et mousserons Juter et mer, c'est des moules, des mousserons. On va dire pourquoi? Bon, ben oui, ben, la terre et la mer, déjà, bon, c'est fort, quoi, encore une fois, dans l'origine des produits. Et pourquoi? Parce que la moule est son jus de moule très iodé, très à la fois sec, et la consistance du mousseron qui rappelle le gras. Il n'y a pas un dixième de gramme de lipides, mais c'est gras en consistance, et que les deux se marient bien. Que
qu'est-ce que je peux vous citer? La crème légère de lentilles et langoustine. Un fumet de langoustine. Un fumet de langoustine, lorsque vous le mangez, c'est immangeable tellement c'est brutal et sec et tout. Et un jour, je me dis, comment je vais dompter, et c'était le mot vraiment, hein, comment je vais dompter ce fumet de langoustine? Comment je vais encore une fois, pour que le pêcheur ne soit pas sorti pour rien, quoi. Et puis pour que ces coffres de langoustines, ils ne partent pas à la poubelle parce qu'on ne les mange pas. Donc on fait un bouillon avec ça, et après pour le dompter, j'ai pensé mettre une purée de lentilles. Et d'un seul coup, la bête, on peut dire, a été domptée, et le goût a gagné en longueur, a perdu en brutalité, a gagné en longueur, et le produit est là, quoi. Ça sent la langoustine, mais la langoustine anoblie une deuxième fois. Et tout ça sans jamais perdre de vue la gourmandise, donc le goût, l'intensité du goût. Si on peut, en donnant de la consistance à l'eau d'huître, on intensifie. L'eau d'huître, quand on la boit, ça part tout de suite. C'est lait gelé, vous avez une persistance, vous avez une longueur, cette fameuse longueur en bouche dont on parle avec les vins. À ce moment-là, vous l'avez avec la cuisine. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir du matériel et de la place. Donc c'est vrai dans un plat, il peut y avoir plat de homard, par exemple. Un tiers de la composition du plat de homard peut être cru et l'autre cuite. Alors, j'appelle le homard, il est cuit. Voilà. Donc ça, c'est bon. Dire que c'est non, parce que cru, il y a toujours avoir ce repère de l'originel, quoi. Quand je fais le saumon figé sur la glace, il n'est pas cuit, le saumon, il est figé. Il est figé, mais on amplifie la fermeté de sa chair. Donc encore une fois, à chaque fois, c'est une volonté d'aller plus loin que la nature. Quand vous l'avez là, comme ça, figé sur la glace et que vous servez un bouillon brûlant avec et tout, il se passe autre chose avec le saumon. Et c'est comme la volaille de Bresse qui est cuite dans une demi-croûte, en fait, parce qu'avec cette demi-croûte de pâte à sel, on protège les morceaux qui cuisent le plus vite. Enfin, c'est des choses comme ça, c'est essayer de voir, ne jamais de se départir de l'origine du produit et de ses spécificités. Derrière tout ça, il y a un énorme boulot. Hein, je reviens au vin. Quand le vin, moi, je suis fou furieux lorsque les vins ne sont pas servis à bonne température. J'imagine le travail qu'il y a pour une bouteille de vin. Il faut que la vigne ait 40 ou 60 ans, déjà. Respect pour les gens de 60 ans. Ensuite, il faut que pendant toute une année, vous vous rendez compte de tout ce qui peut se passer? La grêle, les orages, les maladies, enfin, il faut tout. Enfin, il ne faut pas vous dresser un toit noir de choses de plaisir. Et après, pendant quel jour on démarre la vendange? Demain, après-demain, aujourd'hui. C'est arrivé un jour de passer par Château-Yquem, saluer Alexandre de Lursalus quand il était encore propriétaire. Tous les vignobles autour vendangeaient. Je lui dis, mais vous ne vendangez pas aujourd'hui? Il me dit, non, il y a trop de rosée sur les grains. Et après, bon, l'élaboration, dans les cuves, ce qu'on appelle l'élevage, on devrait appeler l'éducation plutôt que l'élevage. Souvent, les vins sont mieux éduqués que les humains. Et après, nous, le geste final, c'est de le servir à bonne température.
Si on ne le fait pas, on ne respecte pas tout. On ne respecte pas l'origine, on ne respecte pas toute cette magnifique chaîne du travail. On a la chance de vivre à une époque aussi où on a une diversité aussi incroyable en art. Moi, ça va de, je sais pas, de Soulages à Fabrice Hibert, en passant par Bertrand Lavier. C'est tellement délicat, ça peut être des objets africains. Un jour, je suis tombé en admiration devant une petite statuette chinoise. Je rentre dans la galerie, il m'explique que c'est une Fat Lady de l'époque Tang. Fat Lady, ça ne me dit rien. L'époque Tang, oui, j'imagine, mais je suis incapable de la recaler dans l'histoire. Il m'annonce le prix, et bon, c'était pas dans mes moyens. Mais quand même, je suis sorti de là, je dis, c'est pas possible, le coup de foudre a été trop fort. Donc je reviens le voir le lendemain, je dis, bon, on ne peut pas trouver un arrangement, je vous paye sur plusieurs mois, sur plusieurs trucs. Bon, le type, il était un peu sympa, il a été séduit par le discours et tout, donc j'ai pu, elle est juste là derrière. C'est à chaque fois au coup de cœur, parce que ce que j'aime pas dans le mot collectionneur, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a un côté besogneux. Moi, le côté besogneux, je l'ai dans mon métier. Donc l'art, pour moi, c'est le coup de foudre. Je racontais aussi l'histoire de deux oiseaux sénoufaux que j'avais achetés, mais il y a... Enfin, ils étaient ensemble, et dans la galerie Argile, la rue Guénégaud, et j'ai pas l'argent pour acheter les deux. Tout de suite dans ma tête, ils étaient deux. Moi, il y en avait un plus gros que l'autre. J'avais dit c'est le couple. Ben, tout ça, moi, j'achète le plus gros. Mais parce que j'ai pas les moyens d'acheter les deux. Et j'ai toujours ça dans la tête. Et je sais pas, 10 ans après, Régis, le galeriste, il me dit mais Guy, l'autre oiseau est revenu à la galerie. Donc voilà. Donc j'ai pris l'oiseau. Autre exemple, tout petit dessin de Giacometti, que je repère à la FIAC il y a 4 ans. Et au pas de course, bon, j'avais fait ce jour-là la FIAC au pas de course, et vraiment dans une galerie dont je n'avais pas mémorisé le nom. Mais un tout petit, c'est sur une enveloppe, vous voyez, une enveloppe de la Poste, vous voyez la taille du dessin. Et j'ai dit, je reviendrai demain. Bon, pareil, donc le lendemain, pas le temps, et la FIAC est terminée. Et je reprends mon plan de la FIAC, j'essaye de refaire mon itinéraire. Impossible de trouver ni la galerie, ni le truc. Et heureusement, j'étais avec une artiste que je vénère, qui est Fabienne Verdier. Et elle était avec moi. Et elle non plus, elle n'arrive pas à se souvenir ni de la galerie, ni le truc. Tout ce qu'elle me dit, tu sais, ce petit tableau, il a une poésie, c'est extraordinaire. Et là, 1 an et demi passe, Fabienne Verdier m'appelle un jour, elle me dit « Guy, j'ai retrouvé dans une galerie qui est rue de Seine, en fait. Et j'ai parlé de toi au galeriste et tout ça, il attend ton appel. Donc. Et je l'appelle, et il prenait l'avion pour Rio. Mais il me dit « Mais avant d'embarquer, j'appelle tout de suite mon collaborateur à la galerie pour dire qu'il le mette de côté, parce que Fabienne m'a dit que voilà. » Et il est rentré du Brésil 10 jours après, et là, j'ai acheté ce tout petit Giacometti, mais voilà, c'est un tout petit dessin, mais bon, mais qui est insensé. On sent que le gars qu'il était au téléphone et qu'il a griffonné sur cette enveloppe qu'il venait de recevoir du ministère des Affaires culturelles, on appelait ça comme ça à l'époque, avec son adresse, hein, dans le 14e et tout, voilà.
lorsque j'ai vu là, les cellular man de Fabrice Hibert, j'ai dit, écoute, et du coup j'en ai 3. Il y en a un qui est ici, il y en a un qui est chez moi, et il y en a un qui est au bouquiniste. Bertrand Lavier et Pierre Gilles appartiennent à la collection Pinault. Mais celui-ci, c'est très... Hein, une Fat Lady, des tabourets, des poissons du Niger, enfin, c'est très... C'est coup de cœur.